Nous abordons donc la dernière partie de Regard croisé de ce soir où nous évoquons la situation au Niger marquée par les manifestations de Nigériens près de la base militaire française avec en toile de fond le refus de départ de l'ambassadeur de la France à Niamey. Euh, alors, Oui, non, mais Dites-nous un justement, on peu parlait de ces de ces manifestations. manifestations Oui, qui aujourd'hui et s'intensifient. vous Qui- soutenez que ces manifestations puissent continuer afin de forcer, sinon, Oui, ouais, de forcer la main à l'ambassadeur pour pouvoir justement, quitter parce que Niamey. aujourd'hui, c'est prouvé que ces manifestations-là ne sont que les seuls moyens de pression que la population nigériane et les autorités nigérianes ont sur, non seulement sur la CEDEAO, mais sur la France. Parce que quand vous comprenez, on disait tout à l'heure qu'il y a un lien intrinsèque entre La la CEDEAO et France puis la et France, la France, c'est ce qui ils se sont fait. un. Et c'est aussi, on l'a toujours déploré aussi, c'est-à-dire que euh, la CEDEAO qui n'a jamais été indépendante, qui n'a pas un fonds de roulement, qui doit toujours tout arrimer à la France, qui doit demander la permission à la France, ce qui fait qu'à un moment donné, le président Emmanuel Macron est obligé de prendre son téléphone et d'appeler le président de la CEDEAO pour lui dicter les sanctions à infliger entre guillemets, aux Au poutistes. Niger. Quand vous voyez aujourd'hui, et on l'a toujours dit que cette décision en réalité, elle est impopulaire. Elle est impopulaire juste non seulement parce que il y a des gens qui manifestent, ils manifestent non pas seulement parce qu'ils sont contents, hein, ils sont pour le coup d'État, mais juste parce qu'ils manifestent parce que la France menace et la CEDEAO menace d'intervenir militairement. Et ajouter à cela avec entre guillemets la réticence de l'ambassadeur qui refuse justement de quitter le sol nigérien, tout cela exaspère le peuple nigérien qui justement va continuer par gonfler les chiffres des manifestations. Vous vous souvenez aussi que les sanctions de la CEDEAO, on a toujours dit que ces sanctions-là, généralement, font plus de mal à la population qu'aux autorités qui sont au pouvoir. Vous imaginez que récemment, le président ivoirien Alassane Ouattara était obligé de faire convoyer plus de 7000 tonnes de douaneaux des Pays-Bas pour combler justement la pénurie de cette denrée alimentaire à cause justement de la fermeture du frontière avec la Côte d'Ivoire. Est-ce que vous voyez, ça c'est un manque à gagner pour le pays. Et à côté, au Bénin, ce sont des tonnes en fait d'igname qui sont en train d'être pourries juste parce que la frontière est fermée avec la frontière du Bénin Nigérienne. avec le Niger est fermée tout à l'heure. Donc c'est pour ça, vous allez comprendre que des manifestations vont continuer par s'organiser de façon justement pacifique. Et imaginez-vous que la dernière fois, la diaspora béninoise au Niger a également battu les pavés pour dénoncer une décision injuste de la CEDEAO qui va vouloir intervenir militairement. Et comme je le dis, ce sont des manifestations qui continuent. Mais ce qu'il faut demander justement aux nouvelles autorités militaires, c'est d'être aux aguets, c'est de surveiller justement ces manifestants-là comme de lait sur le feu. Parce que après tout, quand ça va déborder et que l'ambassade justement de la France va être saccagée, ce sera un alibi de taille pour la France qui va vouloir justement intervenir. Mm. Donc c'est pour ça que je dis qu'il doit prendre la mesure de la chose et que surveiller de près tout manifestant pour que les manifestations ne continuent pas à se dérouler les mains nues pour que ça ne déborde pas. Mm. Alors, on va donc quitter le Niger pour aborder la situation au Mali où la deuxième phase du retrait des casques bleus qui commence sera extrêmement difficile en raison du calendrier serré et des conditions sécuritaires et logistiques, comme annonce ce lundi le patron de la mission de l'ONU dans le pays, El Gassim Ouane. Alors, ma question, c'est de savoir, suite à cette demande de l'agente malienne qui a surpris tout le monde, c'était le 30 juin dernier de pouvoir demander à la mission de maintien de la paix au Mali, la MINUSMA, de retirer ses 13 000 militaires et policiers d'ici le 31 décembre. Est-ce que cela va pouvoir se faire avant la date limite? Quand on sait que le patron de la mission est en train de dire aujourd'hui que la logistique est en train de ne pas pouvoir leur permettre de pouvoir aller rapidement. Normalement, ça doit pouvoir se faire parce que c'est un contrat qui a été signé
Et le contrat avec la MINUSMA est arrivé à ses termes depuis le 31 juillet. Donc, je ne vois pas la raison pour laquelle ils doivent encore être sur le territoire des gens jusqu'à ce moment-là. Vous savez, chaque peuple a le droit de disposer de son territoire comme il veut et comme il l'entend. Et il a le droit de choisir ses partenaires. Si un peuple ne veut plus de vous, si les dirigeants d'un pays ne veulent plus de vous, ben, respectez ça tout simplement. Aujourd'hui, l'ONU ne va pas me dire que bon, ils n'ont pas la logistique conséquente pour pouvoir faire cette évacuation-là. À leur entendement, ils voulaient être là ad vitam aeternam. C'est pourquoi beaucoup de personnes qui disent, ils sont en train de donner des raisons à des gens qui disent que ces terroristes-là, entre griffes, sont nourris et blanchis par des puissances pour pouvoir piller les ressources. Parce que sincèrement, en temps normal, vous avez signé un contrat avec un pays qui vous verse des millions de dollars par mois, et puis à un certain moment, ce pays-là se dit, bon, arrivé à terme de ce contrat, on ne va plus renouveler. Ben où est le mal? Si réellement vous ne profitez de rien, quittez tout simplement. Alors aujourd'hui, c'est vrai que le patron de la mission, Gassim Wane, il a dit que d'ici le 31 décembre, ils vont pouvoir faire leur possible pour pouvoir respecter le contrat, même s'il dit que ce sera compliqué. Et dans ce sens, avec leur rapport également, l'ONU s'inquiète aujourd'hui de la situation sécuritaire au Mali. Quelle lecture vous faites de la situation? Est-ce que l'ONU essaie juste de tirer la sonnette d'alarme sur une situation réelle ou juste de faire peur, de créer la psychose dans la tête des Maliens? Vous savez, depuis le rapport qu'a fait l'ONU sur le Mali, sur une histoire arrivée déjà dans un village au Mali, moi j'ai déjà compris le jeu en fait. Et aujourd'hui, ces mêmes personnes viennent dire, bon, ils sont en train de craindre pour la sécurité au Mali et ensuite, au même moment, ils lancent des invectives aux forces armées maliennes disant que bon, ils sont en train de violer des femmes, des jeunes filles qui subissent des abus et autres. Mais l'ONU veut quoi? Qu'est-ce qu'ils veulent réellement? Est-ce qu'en réalité, ils veulent maintenir la stabilité du pays, la sécurité dans le pays, ou bien ils sont venus pour faire l'état des lieux de la situation des droits de l'homme au Mali? Parce que sincèrement, vous ne pouvez pas venir dans un pays, vous êtes là en appui, vous voulez défendre l'intégrité de ce pays-là, et au même moment, vous ne faites absolument rien, parce que quand vous voyez le bilan de l'aménagement au Mali, ben, c'est chaotique. Ils n'ont absolument rien porté aux Maliens, alors que les gens pensaient que bon, ils sont venus faire du bénévolat, mais ce n'est pas du bénévolat. Le Mali a énormément dépensé de sous dans cette affaire-là. C'est ce que la plupart de ces personnes ne disent pas. Aujourd'hui, que leur manne est en train de quitter de leurs mains, ils veulent dire que bon, les nouvelles autorités maliennes sont des diables, ils sont en train de maltraiter la population, les forces armées sont en train de violer des dames, les jeunes filles et autres. Mais depuis qu'ils étaient là, ils ne voyaient pas ça, ils ne l'ont jamais dit. Donc vous ne croyez pas que la situation va aller de mal en pire au Mali? Non, ils vont partir. Moi, connaissant Assimi Goïta et ses hommes, je suis sûr que l'aménagement va partir. Quoi qu'il en soit, ils vont partir. Ils sont déjà au moins 10 000 personnes, 10 000 casques bleus. Et ils doivent tout faire pour que d'ici le 31 décembre, ils soient tous partis. Parce que c'est aux Maliens de déterminer qui doit être dans leur pays ou pas. Si on dit, ben, il y a tellement de conflits ailleurs. Il y a des conflits, même en Ukraine, ils peuvent y aller. Mais pourquoi c'est toujours... Aujourd'hui, la nouvelle génération africaine ne peut plus accepter certaines choses. Les gens acceptent de lutter pour leur pays. Vous voyez dans les autres pays, quand on fait appel à des volontaires pour aller au front, ce sont des milliers de jeunes qui se déplacent. Ça veut dire que les gens sont déterminés à lutter et à mourir pour leur patrie. Donc ceux-là qui étaient là, qui n'ont rien apporté, Serval était venu, Barkhane est passé, MINUSMA était là, mais qu'est-ce qu'ils ont pu faire pour le Mali? Les attentats terroristes avaient continué de plus belle. Donc aujourd'hui que le Mali est en train de progresser, est en train de gagner beaucoup plus de terrain contre les terroristes, ben, c'est à ce moment-là qu'on vous dit, vous allez partir, alors qu'ils étaient là depuis plusieurs années, ils n'ont jamais pondu un rapport disant que bon, les forces armées maliennes étaient en train de violer des filles et des femmes. Mais aujourd'hui, comme on leur dit, partez, ils sortent un rapport. Tout ça, c'est du pipeau. Alors, Louis, vous faites partie de ceux qui pensent que l'ONU a tendance à alerter inutilement sur des situations de crise. On l'a déjà vu avec la Covid-19. L'OMS, par exemple, citait l'Afrique comme le continent qui allait être
le plus touché, hein, de tout le globe. Et finalement, ça n'a pas été le cas. On en a vu des rapports également, d'autres rapports des organisations internationales, sinon des organismes de l'ONU, qui ont donné des rapports, qui ont alerté sur des situations et qui n'ont pas toujours donné ce à quoi ils s'attendaient. Est-ce que vous pensez également, avec beaucoup de personnes qui pensent aussi, que l'ONU a tendance à s'alerter ou à alerter la population inutilement? Oui, effectivement, ça a été toujours la marque de fabrique des organisations, bien de la communauté internationale quand elle veut s'adresser à l'Afrique, hein. Et vous avez bien fait de parler justement de la gestion de la crise à Covid-19, où la première fois où le directeur général de l'OMS devait justement faire un lien avec l'Afrique, c'était un discours affreux, c'était un discours horrible, un discours qui a créé de la psychose au sein de la population qu'il avait dit. À l'époque, il disait que l'Afrique doit se préparer et doit s'attendre au pire. Et donc, pour nous, on disait que le premier cas de Covid-19 enregistré en Afrique constituerait pour nous de l'hécatombe. Mais malheureusement, les faits sont là. On a vu on a vu la capacité de résilience du continent africain. Et donc, aujourd'hui, les faits nous donnent raison qu'on ne devait pas avaler tout de grue ces rapports de la communauté internationale à chaque fois. Et maintenant, quand on parle de l'ONU sur l'ONU qui se prononce sur la situation sécuritaire, quand vous suivez bien l'actualité socio-politique de l'Organisation des Nations Unies sur le Mali, vous allez me dire que vous n'allez pas vous tromper. Vous allez juste constater que le discours sur l'ONU, le discours de l'ONU sur le Mali depuis 5 ans n'a pas changé. Quand en matière de ce genre de rapport, l'ONU s'est toujours inquiétée de la détérioration de la situation sécuritaire au Mali et le rapport finit toujours par des recommandations en demandant ceci ou cela, et que si ce n'est pas fait, il y aura de l'hécatombe, il y aura ceci, la situation. C'est comme si on prédisait la disparition du Mali de la carte, en fait. Mais le Mali n'est jamais disparu. Le Mali est toujours resté aujourd'hui. Et quand aujourd'hui, on nous brandit encore le même rapport et on dit qu'on s'inquiète de la détérioration de la situation sécuritaire, je déjuge un peu cela. Ça prouve aujourd'hui à suffisance que tous ces rapports-là n'ont jamais été... Aucun de ces rapports n'a été objectif et crédible. Peut-être que je fais le lien. Oui, allez-y, vas-y. Et donc, c'est pour ça, parce que on l'a dit, et la MINUSMA, on a demandé à la MINUSMA, le contrat avec la MINUSMA ne sera plus renouvelé. La force Barkhane est partie du Mali. Et donc, aujourd'hui, on est dans une logique de faire croire à la communauté ou bien à l'opinion nationale et internationale que si nous ne sommes pas là, c'est du chaos, c'est du déluge. Donc c'est pour ça n'existera pas. C'est pour ça que je dis que depuis là, le rapport de l'ONU sur le Mali n'a jamais évolué. Et malheureusement, ils oublient que la situation sécuritaire du Mali, si elle est dans cet état aujourd'hui, c'est aussi en grande partie à la MINUSMA et aux forces françaises. Parce qu'ils ont signé un contrat avec les autorités maliennes. Et si l'insécurité demeure, ça veut dire qu'ils ont failli à leur mission. Et ils devaient normalement être les premiers à se culpabiliser dans ces histoires-là. Donc c'est pour ça que je dis que dans tout ça, il n'y a aucun jeu franc qui est joué. On dit que la situation sécuritaire se détériore. Et je le dis, c'est un discours ancien, c'est une vieille cassette. Hein. C'est une vieille cassette qu'on est en train de nous jouer. Mais ils oublient qu'il y a de cela 2 ans ou 5 ans, il n'est pas facile. Il est même presque impossible, en fait, aux dirigeants maliens d'accéder à un territoire, d'accéder à un espace comme, ou bien à une ville comme le Gao et Tombouctou. Mais aujourd'hui, toutes ces villes-là sont faciles d'accès pour tout le monde. Les nouvelles autorités maliennes sont en train de faire un maillage territorial et aujourd'hui, ils ont la sécurité du pays en main. Bon, moi, je ne vois pas là où on va encore s'inquiéter. Je ne sais pas la détérioration sécurité en question où cela se situe. Donc, pour ça, je dis que tout ça, ça ressemble à un discours flatteur, un discours subjectif de nature à jeter du discrédit sur le travail qu'abat le gouvernement d'Assimi Goïta. Le contexte, en tout cas, le contexte
le coup d'État au Niger voisin, c'est ce qu'ils essaient de soulever également, où ils pensent qu'il y a encore des groupes non identifiés, des terroristes non identifiés qui pourront attaquer beaucoup plus le Mali après leur départ. Ben, pourquoi toujours souhaiter le mal à son prochain? C'est la question que je me pose. Après tout, il faut prévoir. Prévoir, mais si Prévoir et réellement, dire. ben, ils sont en train de s'accuser eux-mêmes parce que si réellement ils avaient fait un travail de fond sur le terrain malien, je ne suis pas sûr qu'aujourd'hui il y aurait encore des groupes non identifiés comme eux-mêmes le disent. Ces groupes-là, les rapports des Maliens l'avaient déjà dit, hein, ce sont des groupes qui sont entretenus et qui sont nourris. Bazoum l'a aussi dit que la plupart de ces miliciens ou bien de ces terroristes-là sont même plus armés que les forces armées régulières. Alors là, ceux-là, ils trouvent les armes où? Parce que, à ce que je sache, les Maliens ne fabriquent pas d'armes. Le Niger non plus, le Burkina non plus. Ceux-là qui font des terrorismes, ceux-là qui sont à chaque moment sur les terrains, qui sont en train de tirer, qui ont des drones même, ils les trouvent où? Voilà la réelle question qu'il faut se poser aujourd'hui. Donc, l'administration doit réellement s'accuser parce que, premièrement, leur travail sur le terrain malien a été chaotique. Ils y sont en tant que force d'appui, mais en réalité, ils n'ont réellement rien pu apporter aux Maliens. Et la plupart des terrains qui ont été gagnés par le Mali aujourd'hui, c'est par leur propre dévouement, c'est avec l'aide du Wagner. Donc, moi aujourd'hui, peut-être on va me dire que bon, Wagner, c'est Prigogine et autres là, qui sont des gens peu recommandables, mais les légions, Wagner, c'est comme les légions américaines et françaises qui sont dans plusieurs pays. Ça existe un peu partout, donc que les gens ne viennent pas nous dire quelque chose d'autre. Aujourd'hui, le Mali demande à ce que la MINUSMA parte. Je suis sûr que bon, c'est parce qu'ils se disent, après moi, c'est le chaos, ils veulent se jouer les plus importants, qui sont en train de prendre ce genre de communiqué. Sinon, moi, je ne vois pas de danger. Et les autorités maliennes qui sont là ont tout évalué avant de demander leur départ. Si vous réellement ils apportaient quelque chose à Goïta et à ses hommes, et surtout aux Maliens, je ne suis pas sûr que ceux-là, le Mali va demander à ce qu'ils partent. Donc, c'est parce que ceux-là, ils sont là, ils pompent beaucoup plus les énergies, ils pompent même financièrement le Mali, mais sur le terrain, le retour n'est pas ça. Et dans le rapport, ce qu'ils disent, je suis sûr que les Maliens, tels que je les connais, intègres et surtout assez réactifs sur certaines situations, s'il y avait des situations de viol commises par les forces armées, je suis sûr que la population allait sortir. Je suis sûr que la population allait dénoncer. Mais là, je ne suis même pas sûr qu'un soldat malien va trouver une femme malienne ou bien une fille malienne et puis la violer. C'est incongru, ce genre de choses. Alors, après, et l'ONU est dans une certaine situation parce que le Mali l'avait déjà dit. L'ONU est dans l'intention de mettre les nouvelles autorités maliennes face à leur population, de créer un conflit, de créer une certaine méfiance de la population vis-à-vis de leurs nouvelles autorités. Ce qu'ils n'ont jamais pu faire. Ce qu'ils n'ont jamais pu faire jusqu'au jour d'aujourd'hui. Donc, pour moi, l'ONU est toujours dans son rôle de victimisation et aussi de provocateur à l'endroit d'Assimi Goïta et de ses hommes. Souvenons-vous de cette affaire de 49 miliciens ivoiriens détenus au Mali. On a vu la réaction de Guterres et ses hommes. Comment ils ont intimé l'ordre au Mali de libérer ces militaires-là. Sinon, ils allaient subir des conséquences. Ces messieurs-là, ce sont des gens qui sont des marionnettes qu'on manipule un peu partout. Et on sait, ceux-là qui sont au Conseil de sécurité des Nations Unies, ils téléguident toujours ceux qui sont devant pour faire quelques rapports, que ce soit pour mettre à mal les nouvelles autorités maliennes, burkinabè ou bien nigériennes. Alors, on tend vers quasiment la fin de cette émission. Lui, si tu as quelque chose à ajouter par rapport à la situation au Mali, ce serait quoi? Non, mais c'est ce que dit que le rapport n'a pas évolué. Mais malheureusement, sur le terrain, il y a des choses qui se font. Il y a des opérations. Et donc, vous proposez plutôt, vous choisissez l'occasion plutôt pour féliciter les autorités maliennes? Non, ce n'est pas une question de féliciter qui que ce soit et de constater les faits et de ne pas et de jeter en fait des cailloux à l'autre. Mais c'est-à-dire sur le terrain, et moi, je parle sur la base des éléments que j'ai sur la main. Et je le disais tout à l'heure qu'il y a un maillage territorial qui est fait
et que le gouvernement Assimi Goïta est présent sur le terrain. Aujourd'hui, les terroristes sont poursuivis, ils sont éliminés. Il y a des opérations qui se font un peu partout. On peut peut-être faire le détour pour aller au Burkina Faso parce que la situation est presque la même, que ce soit au Mali ou au Burkina Faso. Tout récemment, il y a eu des frappes sérieuses à l'endroit de ces terroristes-là. Les vidéos ont fait le tour des réseaux sociaux, ont fait le tour de presque tous les groupes WhatsApp. Donc, c'est de ça qu'il est question aujourd'hui. Donc, quand on fait un rapport qui est resté presque la même chose que ce qu'on a eu à nous produire il y a de cela 5 ans ou 10 ans, ça cause problème. Parce qu'aujourd'hui, il y a des nouvelles autorités. Assimi Goïta en question, c'est un colonel. C'est eux qui, justement, qui étaient au premier rang quand l'amunissement ou bien quand la force Barkhane était encore sur le sol malien. Aujourd'hui, il maîtrise plus que le terrain, plus que quiconque. Il prend le devant de l'opération. Il sait les zones qui sont déclarées zones à risque et il sait les zones où résident les terroristes. C'est pour ça que l'opération aujourd'hui lui est facile. Et donc, quand on sort un nouveau rapport et on ne mentionne pas que à un moment donné, la situation sécuritaire a évolué et qu'on est toujours dans on fait toujours du surplace, ça laisse à désirer. Et moi, comme je le disais tout à l'heure, j'ai souvent du mal à avaler tout ce qui est rapport venant de la communauté internationale, parce qu'on sait à peu près aussi les conditions dans lesquelles ces rapports-là sont produits. C'est une enquête qui est menée. C'est vrai qu'il y a des émissaires de ces organisations qui sont sur le terrain. Ouais. On mène une enquête au sein de la population. On pose des questions à qui de droit. Et souvent, ceux qui sont enquêtés ou bien les enquêtes, en fait, ceux qui sont questionnés, c'est des gens qui ne partagent pas la vision du pouvoir en place. Et donc, comprenez que le rapport en soi soit entre guillemets biaisé et que ça tourne justement et ça a l'avantage des contacteurs d'Assimi Goïta et son gouvernement. Oui, Gabin Diaho, nous arrivons donc au terme de cette émission, la première donc de cette semaine, regard croisé. Et tu as un mot à avancer avant qu'on ne close cette émission? Oui, un mot pas surtout. Forcément sur l'actualité. Non, un mot au programme, bien sûr. Oui, j'aimerais surtout dire aux autorités gouvernementales de plancher un peu sur Togolaises, de plancher sur les manifestations des jeunes, parce que ça devient un peu déplorable. Premièrement, c'était un événement organisé, on appelait Big Chill. Il y avait des jeunes de 15 ans, 14 ans, 16 ans qui étaient bourrés pratiquement, qui trimbalaient par terre. C'est-à-dire, vous parlez des réjouissances des manifestations de réjouissance. Et la dernière fois, c'est une manifestation à Togo 2000 qu'on appelait Full Moon, où il y avait plein de jeunes et il y a même un mort. Il y a eu même mort d'homme dans cette histoire-là. Je suis sûr que il y a beaucoup d'autorités qui sont au courant parce qu'on leur a demandé l'autorisation d'organiser ce genre de manifestation. Il faut être regardant et surtout voir dans quelles conditions ces manifestations-là sont organisées et qui les organise d'ailleurs, parce que sincèrement, les mesures sécuritaires ne sont pas véritablement prises et il faut voir ce que les jeunes là font lors de ces manifestations. Lors de cette manifestation Full Moon là d'ailleurs, il y a eu des jeunes qui buvaient des trucs pas possibles, qui fumaient, qui s'embrassaient, qui faisaient des scènes obscènes là-bas. Sincèrement, il va falloir revoir. Non, je ne l'ai pas participé, mais j'ai eu des images, j'ai eu des vidéos et autres. Okay. Donc, il faut carrément revoir ça parce que quand on a une génération comme ça, quand on a des jeunes qui sont censés être l'avenir du pays, se comporter de la sorte, je ne sais pas quel pays on va construire demain. Lui, un mot également. Non, mais féliciter les autorités. Non, pas féliciter, mais peut-être les interpeller, leur demander de justement prendre l'opération, ce qu'on appelle l'opération un casque. Un Togolais. Un casque obligatoire, pas un casque, voilà. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, les casques ont connu la flambée sur le marché. Oui. Et pour ce qui est de droit, c'est de demander justement aux autorités togolaises de subventionner l'achat de ces casques-là. Parce qu'aujourd'hui, le prix à la trappe d'un casque, c'est 5 000 francs. 5 000 francs pour le Togolais, c'est beaucoup d'argent. Ça veut dire que ça va encore faire peser dans le panier de la ménagère. Et quand on est dans un pays comme tel et qu'on veut prendre de telles mesures, ce qui est lieu de faire, ce qui est souhaitable,
c'est de l'accompagner, c'est de prévoir également des mesures d'accompagnement. Et quand je parle de mesures d'accompagnement, c'est justement de subventionner l'achat des casques. Ouais, il faut reconnaître quand même que le prix des casques a monté en flèche. Oui, ça, Je pense que c'est le commerce qui paie le plus. Justement, ça, c'est la malhonnêteté des commerçants. Ça, c'est la malhonnêteté. Non, malheureusement, si vous en faites, vous serez peut-être poursuivi parce que la police nationale a fait une sortie récemment où, justement, il a menacé ou bien elle a menacé les citoyens, bien les commerçants, entre guillemets, véreux. Parce que ce n'est pas parce qu'il y a une opération qu'il faut augmenter les prix. Il faut pas de la surenchère. La vie est déjà dure, il ne faut pas en rajouter au Togolais. Donc tout cela, la police doit veiller au grain. Aussi bien le gouvernement doit penser à subventionner l'achat de ces casques. La police aussi, comme l'a dit, doit veiller au grain pour que les prix des casques restent intacts. En tout cas, je pense que c'était en 2013 ou en 2014 quand on avait déjà commencé à obliger oui, il y a un décret présidentiel qui a été pris. C'était pas facile au début. C'était pas facile au début, mais il y a eu un certain relâchement. Maintenant, aujourd'hui, la police est revenue au devant de la scène parce que les chiffres de taux d'accident ou bien le taux d'accident enregistré sur les routes ces derniers temps devient encore inquiétant et qu'on a su que en obligeant chaque passager à porter de casque, ça va faire chuter en fait le taux d'accident de circulation sur nos routes. Tout ça, c'est une bonne initiative. Mais quand vous faites, quand on fait le social, il faut également penser en fait à la population parce que on est là, la police ou bien les autorités togolaises, elles sont là pour le bas peuple. Aujourd'hui, tout le monde n'a pas les moyens de s'acheter un casque à 5 000 francs. Il faudrait qu'on ait le courage de le dire. Maintenant, c'est à 7 000. C'est à 7 000. Ça grimpe parce que la dernière fois, c'était à 5 000. La semaine passée, d'autres l'ont acheté à 6 000. Ça, c'est le prix à la trappe, comme je le disais. Ça veut dire que vous pouvez trouver les cas jusqu'à 20 000, 25 000 francs. Enfin, tout dépend de la qualité aussi. Voilà. Maintenant, justement, parce que selon le décret aussi, les casques à porter aussi, on doit avoir des caractéristiques. Ce qui est vendu à 5 000 francs, en réalité, ce n'est pas aussi efficace que ça. Il suffit juste de tomber et peut vous aurez des ingratignures. Donc, c'est le moment, quoi. C'est-à-dire que c'est pour ça que je dis que c'est le moment de subventionner justement l'achat de ces casques-là pour que cette mesure gouvernementale-là ait d'effet. Un Togolais, un casque. En tout cas, on félicite les autorités togolaises pour cela. Je pense que c'est toujours pour le bien-être de la population togolaise. Merci, Louis, d'avoir soulevé cela. Merci d'être passé dans Regard Croisé. Merci à vous aussi pour l'invitation. Et merci également à Gabin Adjaro. Merci, Helmut. Merci. Merci surtout à vous, le cher téléspectateur de New World Info 1. Bonne suite de nos programmes sur vos chaînes